Et c'est parti pour une heure d'émission, votre émission motivée sur Pyrénées FM. Vous savez, l'émission est dédiée à celles et ceux qui font avancer le monde de demain. Et donc, comme à chaque fois, je suis partie sur les routes de la belle nature ariégeoise. Pour cette fois-ci, je me trouve très très proche de la grotte du Mas d'Asile, plus exactement à Loubière, où je suis venue rencontrer l'association Écorce. Et pour représenter cette association, aujourd'hui au micro, j'ai le plaisir de rencontrer, d'interviewer Laël Delors. Bonjour Laël. Bonjour. Comment ça va Laël ? Très bien, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Alors Laël, dites-moi, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Et on va parler d'éco-construction, de construction écologique, de rénovation aussi, de rénovation écologique. Tout un programme apparemment, mais ne m'en dites pas plus. On se retrouve donc dans quelques instants, on se prépare, on est en train un petit peu de fignoler, de regarder quelques photos effectivement autour de l'éco-construction. Donc on se retrouve dans quelques instants sur Pyrénées FM. Restez à l'écoute. On se retrouve dans Motiver, votre émission qui fait du bien, où on parle de vous, de ces belles personnes qui font avancer les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, je suis accueillie dans un endroit très sympathique du côté de Loubière, au siège de l'association Écorce. Et c'est Laël qui va tout vous dire sur ce qui concerne l'éco-construction. Mais d'abord, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur l'historique de l'association. Il me semble qu'il y a 2 personnes qui ont lancé cette association parce qu'elles avaient un intérêt commun autour de l'éco-construction. Depuis donc déjà 14 ans, si je ne dis pas de bêtises, l'association existe. Oui, ça commence à dater février 2005. Donc à l'origine de l'association, il y a 2 femmes, une agricultrice et une architecte, entourées d'un groupe de personnes qui avaient envie de construire leur maison avec des matériaux naturels et qui ont cherché à se former, s'informer, et qui ont créé cette association pour les aider. Et aujourd'hui, il y a quand même, je crois, 9 personnes au sein de l'association qui dirigent en tout cas l'asso. Oui, voilà, il y a 9 coprésidents et coprésidentes, puisqu'on n'a pas il n'y a pas de hiérarchie dans la direction, et 2 salariés. C'est déjà pas mal, plus bien sûr tous vos adhérents, parce qu'on va en parler, Laël, il y a bien sûr beaucoup de choses que vous proposez au sein de l'association. Mais pour commencer, dites-nous, qu'est-ce que c'est l'éco-construction ? Parce que finalement, j'entends écologie, j'entends construction, donc ça me donne déjà une petite piste, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez exactement qu'est-ce que l'éco-construction, quelles sont les valeurs ? Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Pour nous, en tout cas, la définition qu'on s'est donnée, nous, l'éco-construction, c'est construire ou rénover, parce qu'il n'y a pas que la construction, la rénovation aussi, construire ou rénover un logement en prenant soin de l'environnement et de l'humain. Et oui, c'est important aussi, l'humain. Donc l'humain, j'imagine, quand vous parlez d'humain, c'est autant ceux qui construisent, par exemple, le bâtiment que ceux qui vont habiter, finalement, à la maison. Oui, tout à fait. On pense souvent à l'habitant, au confort, à la santé de l'habitant, mais il y a aussi les constructeurs qui vont manipuler les produits, les matériaux. Et l'intérêt, c'est d'avoir des matériaux sains qui ne mettent pas la santé des constructeurs en danger. D'accord. Donc moi, par exemple, j'ai envie de construire une maison en éco-construction. Évidemment, j'adore le principe, c'est pour ça que je suis venue vous rencontrer. Je peux, par exemple, venir à votre rencontre pour avoir, je sais pas, peut-être des tuyaux, des astuces, savoir un petit peu quels matériaux je peux utiliser. Pourquoi pas même peut-être être mise en contact avec des professionnels qui peuvent m'aider dans le projet ? Oui, complètement. Écorce, l'association, elle regroupe des adhérents, des particuliers. Il y a 120 particuliers et aussi des adhérents professionnels. Donc si vous venez demander des conseils, on peut vous répondre sur les parties qu'on maîtrise. Et puis après, vous orienter vers des artisans, des architectes pour la suite du projet. Et puis j'ai vu aussi que vous proposez des ateliers, des formations pour découvrir un petit peu et expérimenter. Oui, alors il y a plusieurs étapes. La première étape de ce qu'on fait, on organise des visites de maison chez les uns, chez les autres. Donc les gens peuvent témoigner un petit peu de la maison qu'ils ont construite, les choix qu'ils ont faits. C'est une bonne occasion de découvrir les techniques et puis différentes façons de faire. On a aussi des soirées, on fait une soirée par mois sur une thématique, on prend un thème et puis c'est soirée débat avec un intervenant qui vient expliquer des trucs et qui répond aux questions. Ça peut être quoi par exemple à elle comme thématique par exemple dans les prochaines que vous proposez par exemple ?
Dans les prochaines, on va avoir le chauffage au bois, là, chauffer au bois sans polluer. On va avoir la récupération de matériaux du bâtiment, comment déconstruire plutôt que démolir. Et puis on a eu le photovoltaïque, la production de biogaz, voilà, plein de thèmes qui changent tout le temps. D'accord, oui, parce que en fait, c'est ce que vous m'expliquiez avant qu'on commence, hein. C'est vrai, on a commencé sans vous, hein, chers auditeurs, un petit peu à discuter avec Laëlle. L'éco-construction, c'est vraiment du début à la fin, c'est-à-dire c'est penser le projet, construire la maison, y vivre, et ça va jusqu'au recyclage finalement, en cas par exemple de destruction, de démolition du bâtiment. C'est vraiment toutes les étapes, tout le cycle de vie du bâtiment. Oui, complètement, hein. On parle vraiment de cycle de vie des matériaux. C'est-à-dire qu'on se pose la question, ben voilà, le bois, la terre, la brique que j'utilise, voilà, d'où elle vient, comment elle a été transportée, comment elle a été extraite, transformée, comment je l'utilise, qu'est-ce que j'en fais dans ma maison. Et bah, le jour où on a quand même des maisons qui sont démolies, aujourd'hui, des bâtiments qui changent d'usage, qui sont transformés, qu'est-ce qui devient en fin de vie, quoi. Et donc, nous, voilà, on s'intéresse aux matériaux naturels parce que, bah, en fin de vie, ça va être du bois, de la terre, de la paille, des choses qui vont pouvoir retourner à la nature telle qu'elle et se dégrader naturellement. Alors vous aussi, vous vous intéressez à l'éco-construction, peut-être même que vous avez déjà construit votre maison en éco-construction. Alors s'il vous plaît, partagez avec nous, allez mettre vos commentaires sur la page Facebook de Pyrénées FM. Je vais également partager quelques photos bien sûr avec vous. Commentez, partagez, on vous attend sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans quelques instants. Et on se retrouve dans votre émission Motivée sur Pyrénées FM. On continue effectivement autour de notre rencontre avec Laëlle Delort de l'association Écorce à Loubière. On a bu un petit café, on se repose, on profite aussi du climat qui est assez clément aujourd'hui. Et on va discuter ensemble, bien sûr, toujours d'éco-construction. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle du choix des matériaux. Alors moi, forcément, à Laëlle, je pense à la maison des trois petits cochons. Alors, la maison en éco-construction, qu'est-ce que c'est ? Elle est en bois, elle est en paille ? Oui, un peu tout ça, oui, oui. Bon, les trois petits cochons, c'est quand même un petit peu une farce des cimentiers, hein. C'est un conte qui a quand même été inventé après-guerre pour vendre des parpaings. Ah, bah vous voyez, j'ai bien fait de venir, j'apprends une chose supplémentaire. En regardant un peu les matériaux, en fait, c'est assez simple. On va regarder ce qu'on a chez nous. On va regarder sur le patrimoine bâti, les maisons ici. Et ben, dans la plaine, on va avoir des maisons plutôt en terre. Quand on va s'approcher de la montagne, on va retrouver plutôt la pierre, le bois. Donc nous, en fait, un matériau, ce qu'on va qualifier de matériau écologique, c'est un matériau qui va être le plus local possible, qui va consommer le moins d'énergie pour être produit. Et qui va être d'origine naturelle, donc ça peut être végétal, ça peut être de la terre, ça peut être minéral. Euh, Et ça peut être quoi, par exemple, en minéral ? Minéral, il y a des choses assez simples, hein. Le plâtre, c'est un matériau qui consomme moins d'énergie pour sa cuisson que le ciment, par exemple. Et le plâtre, on avait des plâtrières à Tarascon au milieu du XXe. Ça peut être la chaux, voilà, la terre, la paille, le chanvre. Donc on construit aussi des briques de chaux chanvre qui ont un pouvoir isolant aussi. D'accord, ok. Le côté isolant, justement, on le trouve... parce que souvent, moi, je vois des émissions parfois où on voit l'isolation qui est faite avec des bottes de paille, notamment. Alors, ce serait quoi le mieux, a priori? Plutôt la paille, plutôt le chanvre? Alors ça dépend, après ça dépend du choix du chantier, hein. Il y a une multitude d'isolants naturels. La paille, ça reste quelque chose qu'on produit localement, qui est facile d'accès, qui coûte pas très cher et qui est terriblement efficace. La plus vieille maison en paille en France, elle a plus d'un siècle. Elle est à Montargis, elle est toujours debout. Aux États-Unis, ça a commencé au 19e siècle, et il y a des maisons aussi très anciennes. C'est très solide et aujourd'hui ça commence à être reconnu, donc on a des casernes de pompiers. J'ai vu une caserne de pompiers construite en paille, donc ça rassure peut-être ceux qui ont peur du feu. Bah oui, alors effectivement, parce qu'on pense souvent à l'éco-construction en particulier, qui va se renseigner pour des fois même auto-construire. Mais effectivement, on ne pense pas forcément aux bâtiments. Est-ce qu'on a par ici dans la région, justement, peut-être, je ne sais pas, peut-être des lieux appartenant à des administrations, à des collectivités locales ou autres, qui sont en éco-construction?
Alors, on en a malheureusement pas tant que ça en Ariège, mais on a quand même, en bâtiment en paille, il y a l'Estanquet de Paillès, le bistrot de pays là, qui a été rénové avec une partie isolée en bottes de paille. Et on a les locaux aussi de l'association Cocopelli au Mas d'Asile. Oui, bien sûr, très connu, Cocopelli, évidemment. Voilà, et donc la paille, ça commence à rentrer. Il y a eu une école à Paris, là, une école primaire qui s'est construite en bottes de paille aussi. Et bah voilà, nous on a fait l'expérience, hein, sur des formations qu'on anime au chalumeau, hein, sur la botte de paille. En fait, vu la densité de la botte, la compression, on peut brûler, rester avec le chalumeau sur la botte de paille plusieurs minutes. Et la paille ne brûle pas, la botte de paille ne brûle pas, quoi. Il y a juste les quelques brins qui dépassent, qui brûlent. Mais d'ailleurs, un peu comme pour les constructions bois, hein, très souvent, les gens parfois ont peur en se disant: «Oh, mais une maison en bois, elle va prendre feu». Alors qu'au contraire, j'ai appris que pas du tout, c'était très résistant au feu. Oui, ça résiste beaucoup mieux que le métal, par exemple. Le métal va vite atteindre, avec les températures de fusion, va vite fondre. En fait, on voit les hangars agricoles quand ils brûlent, les structures, les poutres en métal sont toutes fondues, quoi. Le bois va résister beaucoup plus longtemps. Ok, donc bois, chanvre, paille, ça va être un petit peu nos matériaux fétiches pour la construction de notre maison. Voilà, ouais, il y a la terre aussi, il y a la laine de mouton, enfin voilà, il y en a plein, hein. Très bien, alors vous dites laine de mouton, ça me fait penser à cet hiver quand il va falloir un petit peu, effectivement, se chauffer. On a souvent froid à la maison. Alors moi, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Justement, vous allez nous donner un peu quelques astuces et quels sont les meilleurs moyens, pardon, de se chauffer chez soi, encore plus en éco-construction. On se retrouve dans quelques instants, juste après une petite pause. À tout de suite. Je suis toujours à Loubière, dans les locaux de l'association Écorce. Et on profite toujours de ce bon moment, de ces moments d'interview portrait aux côtés de Laëlle Delors de l'association. Ça va toujours bien, Laëlle? Oui, toujours motivé. Bon, ça va, je vous fais pas trop de misère? Non, non, pas du tout. Non, non, pour l'instant, il ne dit rien, ça va, je lui fais pas trop de misère, ça a l'air d'aller. Alors moi, je pense à une chose, hein, je suis une femme et comme beaucoup de femmes, je suis frileuse. Alors comment est-ce que dans ma future maison en éco-construction, comment je peux être sûre d'avoir bien chaud? Comment est-ce que je vais pouvoir bien me chauffer? Eh bien, avant de penser à se chauffer, dans la maison écologique, on pense à bien isoler sa maison et bien profiter du soleil. En fait, une fois qu'on a bien conçu sa maison, qu'on profite au maximum des apports du soleil, en l'orientant bien au sud, en ayant les baies vitrées qui permettent au soleil de rentrer, en ayant des matériaux qui vont stocker la chaleur, comme la terre crue par exemple, qui va garder la chaleur et la restituer une fois le soleil couché, et en ayant une maison bien isolée, avec la chaleur qui reste à l'intérieur et qui n'est pas perdue. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus besoin de grand-chose pour se chauffer. Un petit poêle à bois d'appoint suffit. Oui, mais quand même, si je vis par exemple dans les Pyrénées, dans les montagnes, on le sait, des fois les températures peuvent descendre très bas. Est-ce que vraiment je vais être bien sans chauffage, même si effectivement la maison est bien isolée? Alors, j'ai pas dit sans chauffage, hein, mais il va plus rester grand-chose, hein. Disons que un petit peu de chauffage bois, ça peut être du chauffage solaire aussi, hein. On peut utiliser aussi des panneaux solaires pour chauffer de l'eau. Alors justement, lequel vous semble le plus écolo? Moi, je serais tentée de dire effectivement peut-être le poêle à bois ou le poêle à granulés plutôt que les panneaux solaires. Euh, qui- Parce que je pense au recyclage après de ces fameux panneaux solaires. Lequel est le plus dans la démarche de l'éco-construction, a priori? Alors c'est une vaste question, hein. Les panneaux photovoltaïques, donc qui fabriquent de l'électricité avec le soleil, ont pas mal évolué, mais ça reste quand même transformer de l'énergie solaire en électricité. C'est pas le plus rentable comme option. Après, il y a les panneaux solaires thermiques. Donc là, c'est des panneaux, c'est assez simple, hein. C'est des tuyaux qui passent en toiture sous des plaques noires et qui vont donc chauffer de l'eau. Donc là, on est sur une technologie très très simple, très très efficace, qui permet de chauffer de l'eau pour l'eau chaude sanitaire ou pour un réseau d'eau dans des radiateurs. Et après, le chauffage au bois, le bois bûche, c'est le plus simple parce que le bois est très peu transformé, facile d'accès. Après, les rendements sont meilleurs avec des poêles à granulés généralement, mais derrière, il y a un processus industriel qui consomme aussi des ressources. Donc a priori, on pourrait dire plutôt privilégier peut-être, surtout nous, dans notre région, peut-être plutôt les panneaux alors.
Oui, alors après, on est quand même une région de forêt, donc il y a aussi du bois. Ce serait dommage de s'en priver, hein. J'imagine qu'on va aussi étudier ce type de questions au moment du projet, lorsqu'on va voir sur quel terrain, quelle orientation on donne au bâtiment. Oui, tout à fait, hein. Il faut vraiment prendre en compte de l'environnement immédiat de la maison, de comment elle va s'insérer dedans, comment elle va pouvoir récupérer le mieux le soleil, et puis dimensionner aussi le chauffage par rapport à la taille de la maison. On a souvent des maisons qui vont être surchauffées parce que le poêle est trop important par rapport à la taille du volume à chauffer, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, une bonne maison, une maison qui vit bien, c'est une maison finalement où on va maintenir une température constante un peu tout au long de l'année, hein. Faut pas avoir ni trop chaud ni trop froid dans une maison. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'inertie. C'est la capacité que certains matériaux qu'on va pouvoir mettre dans la maison, comme la terre par exemple, ou la pierre aussi, dans une certaine mesure, stockent de la chaleur ou de la fraîcheur. Et donc l'hiver, l'idée c'est de stocker la chaleur pour la restituer la nuit et pas avoir trop froid. Et l'été, au contraire, ça va être de se protéger du soleil pour pas le faire rentrer en journée, pas surchauffer la maison, et puis pouvoir garder, restituer la fraîcheur de la nuit. On va aussi jouer avec la ventilation, hein, pouvoir ventiler la maison, renouveler l'air la nuit pour la rafraîchir. Alors justement, Laëlle, vous nous parlez d'été. Eh bien, l'hiver j'ai froid, mais l'été j'ai chaud, très chaud. Alors j'imagine que la clim, c'est pas très écolo. Non, la clim, c'est pas très écolo. Non. Dans la maison écologique telle qu'on la conçoit, on a de quoi se protéger l'été des apports solaires, du soleil qui va rentrer, qui va surchauffer. On va avoir des toitures qui vont être bien isolées, on va avoir des choses qui vont arrêter le soleil. Et puis, on va avoir des systèmes de ventilation la nuit qui vont permettre de rafraîchir la maison. Et puis, des matériaux qui gardent la fraîcheur accumulée pendant la nuit pour la restituer la journée. Ok, donc finalement, dans une maison écologique, eh bien, pas de crainte à avoir. L'été, je ne vais pas avoir trop chaud. Il y a tous ces procédés qui vont me permettre finalement de garder une certaine fraîcheur dans les lieux. C'est bien ça. Oui, oui, complètement. Et ça, vous pouvez venir le constater, entendre directement des témoignages de personnes sur les visites qu'on organise, là, une fois par mois. Les témoignages sur la canicule de cet été ou les hivers un peu rudes qu'on a pu avoir il y a quelques années. Les gens ont très peu besoin de se chauffer, commencent à chauffer fin novembre, début décembre, et l'été, ils sont très bien chez eux. Alors n'oubliez pas, vous aussi, vous avez une maison en éco-construction ou vous souhaitez en construire une. Vous avez aussi peut-être votre avis sur ce qu'on a abordé, hein, en termes de chauffage, d'isolation, etc. N'hésitez pas à aller commenter, mettez vos témoignages, on vous attend sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Motivé, c'est votre émission sur Pyrénées FM. On est déjà à la moitié de notre émission, mais heureusement, il nous reste encore une demi-heure à passer et à partager avec Laëlle Dehors de l'association Écorce. Alors, on a parlé de plein de choses, hein, autour de l'éco-construction. Moi, je me posais quand même la question sur quelque chose auquel on ne fait pas suffisamment attention, et j'imagine qu'il y a aussi des choses de prévues autour de ça, c'est l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la gestion, l'utilisation de l'eau dans un bâtiment en éco-construction ? Oui, l'eau, effectivement, un bien très important. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a l'approvisionnement en eau. Donc là, on peut avoir des systèmes de récupération d'eau de pluie. Donc l'eau de pluie est gratuite et plutôt de bonne qualité. Elle est un peu trop acide, donc il y a des choses à faire au niveau du stockage et en termes de filtration pour pouvoir l'utiliser dans le logement. Et ça peut être pour tous les usages, hein. Oui, alors vous parlez un peu, j'imagine, de ces gros bidons un petit peu qu'on trouve avec des tuyaux, des fois qui traînent un petit peu dans le jardin, de la récupération d'eau, où on propose quand même des choses un peu plus adaptées. Non, alors voilà, le premier niveau de récupération d'eau, c'est le bidon, la citerne au pied de la gouttière qui sert à arroser le jardin. C'est déjà bien de récupérer ça. Mais après, on peut aller plus loin et avoir des cuves enterrées sous la maison, dans le jardin à côté, qui vont avec de l'eau qui va être filtrée et qui va être utilisée à l'intérieur de la maison pour tout, hein, pour la vaisselle, la cuisine et l'alimentation. D'accord. Alors, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès la construction de la maison, quand on a le projet. Mais pour quelqu'un qui a déjà sa maison construite, ou bien même quelqu'un qui vit en appartement, évidemment, je pense à moi qui suis effectivement en résidence en plein cœur de Toulouse, est-ce qu'il y a des gestes un petit peu pour respecter justement l'eau, pour économiser aussi ? Qu'est-ce que vous nous conseillez un petit peu ? Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs ?
Oui, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour réduire sa consommation. Il y a tous les petits adaptateurs sur les robinets, sur les pommeaux de douche qui permettent de réduire la consommation d'eau, les mousseurs. On peut aussi récupérer systématiquement l'eau de cuisson en cuisine pour arroser des plantes, pour voilà, avoir un peu ce réflexe de réutiliser l'eau qu'on utilise. Ah, alors déjà, vous allez être super fiers de moi. Je fais ces deux gestes-là. Donc effectivement, c'est très très simple, hein. Vous allez trouver des mousseurs dans n'importe quelle quincaillerie, dans les grands magasins de bricolage. C'est très très simple à monter. Effectivement, vous allez faire de belles économies au niveau de l'eau, hein. Moi, vraiment, je l'ai remarqué, je fais ça depuis plusieurs années. Et pour l'eau aussi, je suis bonne élève, je récupère et je mets aussi dans les plantes dans le jardin. Voilà, on peut aussi récupérer l'eau froide en début de douche. En général, l'eau chaude n'arrive pas tout de suite et on fait couler de l'eau froide en attendant que l'eau chaude arrive. Donc, en mettant juste un petit seau, une petite bassine dans la douche, on peut récupérer cette eau froide et s'en servir après pour un autre usage. D'accord, donc si je comprends bien, dès demain, je garde à côté de la douche une bassine. Voilà, si vous voulez commencer demain, il suffit d'un seau. Voilà. Ok, d'accord. Donc finalement, des petits gestes simples qui peuvent être mis en place, aussi bien dans le cadre d'une éco-construction vraiment en partant de zéro, mais aussi finalement, on peut aussi, tout un chacun, quelle que soit la ville où on habite, finalement aussi avoir cette démarche malgré tout écologique au niveau de la construction et de la gestion de notre habitat. Oui, oui, on peut parfaitement. Moi, par exemple, je suis locataire. J'ai démonté mes toilettes à eau, installé une bassine avec un siège de toilette dessus et j'utilise des toilettes sèches. Je consomme 3 fois moins d'eau que la moyenne française. Oui, parce que je n'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement, c'est incroyable le nombre de litres d'eau qui partent effectivement à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, c'est hallucinant. Oui, en moyenne, en France, on consomme 150 litres d'eau par jour. Et sur ces 150 litres, il y a une trentaine de litres en moyenne qui provient des toilettes. Sachant que les toilettes, c'est quand même de l'eau potable, hein. On utilise quand même de l'eau potable pour chasser nos besoins. Mais oui, mais en fait, c'est ça effectivement qui fait un petit peu débat, hein. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de choses sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est quand même un petit peu ahurissant. Dans des pays qui sont pas si loin, eh bien l'eau potable est rare, et nous finalement, elle part dans les toilettes au sens le plus littéral du terme. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'économie d'eau, mais au-delà de ça, ce qui est vraiment important, c'est de se dire quelle eau je rejette dans la nature après. Parce que la maison, après la maison, il y a une fosse ou il y a une station d'épuration, mais en tout cas, ça finit dans une nappe ou dans une rivière. Donc l'eau la moins sale, c'est celle la plus facile à retraiter, c'est l'eau qu'on a le moins salie. Alors justement, on a parlé d'eau propre, hein, comment l'utiliser. Il y a peut-être aussi des trucs et des astuces, des systèmes, peut-être même des plantes qu'on peut utiliser au niveau des eaux usées. Alors pour tout savoir, restez à l'écoute sur Pyrénées FM. On se retrouve dans quelques instants et puis surtout, n'oubliez pas, allez commenter, partager sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Motiver, votre émission sur Pyrénées FM. On s'approche tout doucement de la fin de notre émission, mais pas encore tout à fait. Donc, si vous n'avez pas écouté le début, eh bien, c'est le moment. Ne manquez pas effectivement la suite et fin de votre émission. Aujourd'hui, je suis au siège de l'association Écorce, aux côtés de Laëlle Delors. On parlait effectivement, Laëlle, de l'eau, la consommation d'eau à laquelle on va faire vraiment très attention quand on est en éco-construction. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que l'on fait pour les eaux usées. Oui, alors pour les eaux usées, en fait, on va chercher à avoir les systèmes les plus simples possibles, qui vont avoir le moindre d'impact possible sur l'environnement. Donc ce qui se fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle les filtres plantés ou la phytoépuration. Donc on va utiliser des bassins avec des plantes pour que l'eau soit épurée par les bactéries. Alors, quel type de plante, par exemple, est vraiment efficace dans ce type d'utilisation? Alors, c'est pas tellement les plantes qui jouent un rôle, c'est vraiment les bactéries qui vont être au niveau des racines des plantes. Après, il y a des plantes qu'on retrouve parce qu'elles ont des qualités au niveau des racines. Donc, il y a les phragmites, il y a les massettes, voilà, des iris, des plantes qui permettent d'accueillir plein de bactéries qui vont nettoyer l'eau dans leurs racines. D'accord. Alors, non seulement c'est écolo, mais alors en plus de ça, c'est beau, du coup, parce qu'on peut les voir. Alors, ces plantes, quand on est dans son jardin où tout ça, c'est fermé et enterré. Non, non, il y a un côté paysager aussi, oui, oui, ça peut être joli. Et c'est d'autant plus facile de nettoyer l'eau qu'on l'a moins salie. Donc si on a des toilettes sèches, on peut avoir des systèmes encore plus légers où on va irriguer des framboisiers, des groseilliers, des arbres avec des eaux, ce qu'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire toutes les eaux de la maison, sauf les toilettes. Elles sont très peu polluées, ces eaux.
Bon, alors je prends bonne note, promis, Laëlle. Je ne peux pas aujourd'hui parce que les gens qui habitent la résidence où je vis seraient pas très contents de me voir construire un toilette sèche dans le jardin, mais promis juré, dès que j'ai mon propre chez moi, je pense aux toilettes sèches et bien sûr, je viendrai vous demander conseil. Oui, et puis il y en a en ville, hein. Il y a aussi des solutions de toilettes sèches qu'on connaît moins, hein, qui sont possibles en ville. C'est pas vrai. Ah non, alors là, je savais pas du tout. De quelle manière? Bah, il y a en ville, ce qu'on voit surtout, c'est les toilettes à séparation d'urine. C'est-à-dire que l'urine va être séparée et donc on va avoir des plus petits volumes à composter avec des gros composteurs en sous-sol qui vont permettre de faire du compost pendant plusieurs années et qui sont vidangés tous les 10 ans. Donc, à la campagne, à la montagne ou en ville, finalement, pas d'excuse pour pas être sur le mode de l'éco-construction. Voilà, c'est possible partout. Il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres, mais c'est possible partout. Ouais. Alors effectivement, on parle beaucoup de ce respect de l'environnement parce que c'est vraiment une des valeurs fondamentales dans l'éco-construction. C'est je respecte la terre, je respecte les sols, je respecte finalement ma planète, mais c'est aussi respecter et prendre soin aussi de l'humain finalement. Oui, oui, notamment la santé, hein. Là, les services publics sont de plus en plus inquiets sur la qualité de l'air intérieur. L'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. On a du gaz carbonique, on a des cols, des composés organiques volatiles, des choses qui viennent des peintures, des meubles, des revêtements qu'on va avoir à l'intérieur de la maison. Donc l'éco-construction, c'est aussi faire attention à ces produits-là et à ce qu'ils vont émettre après dans le logement. Oui, on parle beaucoup de la question notamment des cols, effectivement, qui ont des émanations. Alors apparemment, avec même des fois des personnes qui rencontrent des problèmes au niveau de l'asthme, des allergies. C'est quand même assez important quand même comme désagrément. Oui, oui, c'est un agrément, c'est un désagrément, et puis ça a un coût aussi pour la société, hein. Je sais plus, je l'avais vu sur le site du ministère de la Santé, je crois que ça a été chiffré, le coût pour la sécurité sociale, d'avoir des gens qui ont des problèmes d'asthme, de maladies diverses à cause des polluants de l'air intérieur. D'accord. Donc, même lorsque je suis donc en éco-construction, donc ça va même dans ce détail-là. C'est pas seulement les matériaux choisis pour la structure, pour l'isolation, mais c'est aussi justement, eh bien, tous ces matériaux un petit peu invisibles dans la construction, on va utiliser vraiment que des choses aussi naturelles finalement. Oui, oui, ça va jusqu'au revêtement de sol, à la peinture, aux enduits à l'intérieur. Et là, il y a des choses très simples, hein, que vous pouvez faire chez vous, même sans être propriétaire, sur des peintures naturelles. Il y a des livres de recettes de peintures peu coûteuses, faciles à faire soi-même, avec des couleurs sympas aussi. Et oui, parce qu'il y a maintenant effectivement les peintures écolo. Hein, j'en avais entendu parler. Est-ce que les peintures écolo, c'est vraiment écolo? Alors, les peintures écolo, bon voilà, on a une obligation d'avoir une étiquette. Les fabricants de peinture se sont arrangés pour que les seuils soient fixés de façon à ce que leurs étiquettes aient l'air quand même vertes. Hein, fallait quand même pas avoir des étiquettes trop inquiétantes. Donc les peintures écolo, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a plusieurs labels. C'est un petit peu la jungle, c'est pas très clair. Par contre, il y a des recettes de peinture très très simples qu'on peut fabriquer avec des produits basiques et des pigments naturels. Et ça, c'est facile à faire. Et là, c'est complètement écolo pour le coup. D'accord, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout de la démarche, se dire allez, et si je fabriquais moi-même ma peinture? Écoutez, si vous avez envie de faire quelque chose ce week-end, c'est peut-être le moment de vous y intéresser. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr, pour la suite et la fin qui approche déjà de notre émission. On va bien sûr voir ensemble un petit peu quels sont les enjeux pour l'avenir de l'éco-construction. Est-ce une utopie de se dire que peut-être un jour, tous les bâtiments publics et privés pourraient être respectés, en tout cas les valeurs de l'éco-construction? On va voir ça dans quelques instants sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée. Vous êtes toujours sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée, où aujourd'hui nous parlons d'éco-construction avec Laëlle de l'association Écorce. Alors on a parlé beaucoup d'éco-construction, on a parlé de votre association qui existe depuis déjà 14 ans. En termes un petit peu de prise de conscience des gens par rapport à toutes les valeurs véhiculées dans l'éco-construction, est-ce que vous voyez vraiment une progression? Est-ce que dans notre région, est-ce que ici par exemple en Ariège, vous voyez vraiment se développer ce mode de construction?
Alors c'est certain qu'on est plus nombreux qu'il y a 14 ans, qu'il y a des architectes, aussi des collectivités hein, qui commencent à y être sensibles. On voit des bâtiments publics qui commencent à sortir quand même avec de bonnes préoccupations écologiques, ce qui n'était pas le cas hein, il y a 14 ans. Après, il reste encore du chemin à faire, hein. On a quand même encore beaucoup de bâtiments très conventionnels, de bâtiments publics aussi qui ne se préoccupent pas de la question. Alors, les enjeux finalement, parce que parfois on peut se demander, bon, c'est plutôt sympa, la maison en bois, en paille, hein, on y pense souvent un peu comme ça, mais est-ce que il y a vraiment un enjeu, c'est-à-dire est-ce que il est vraiment essentiel à l'échelle finalement locale, mais aussi à l'échelle peut-être planétaire, hein, d'aller de plus en plus vraiment vers l'éco-construction, vers ces valeurs-là. C'est quoi un peu les enjeux? Bah, l'enjeu, c'est qu'on n'a plus de ressources, hein. C'est-à-dire qu'on a extrait tout le pétrole qu'on pouvait extraire, qu'on atteint les limites au niveau de choses très simples, hein, comme le sable, hein. Les réserves de sable commencent à plus être suffisantes. Et donc, continuer à croire qu'on peut construire en béton, en métal, comme on fait depuis un demi-siècle, c'est complètement illusoire. Ces ressources-là, on les a plus. Ce qu'on a, par contre, c'est des choses qui poussent. Hein, c'est la paille, c'est le bois, la terre qui est quasiment illimitée, hein, l'argile qu'on trouve dans le sol. Donc là, on a un gisement de matériaux locaux qui coûtent pas cher, qui sont sains pour la santé, et voilà, il y a juste à se baisser pour les ramasser. Et en termes de prix d'ailleurs, parce que forcément j'y pense aussi, quelle est un peu la différence de coût entre construire sa maison avec des matériaux classiques et puis en éco-construction? Ça semble être effectivement écologique et peut-être coûter moins cher à l'entretien dans le fonctionnement de la maison une fois qu'elle est construite, mais quand on construit vraiment le projet, en termes de coût, est-ce qu'il y a une différence? Bah, la différence, c'est qu'en travaillant avec des matériaux naturels, comme ça, on va avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Et chez nous, la main-d'œuvre, elle coûte plus cher que sur des matériaux importés de l'étranger ou sur de l'industrie. Donc, il va y avoir un coût de main-d'œuvre qui va être plus important. Mais c'est aussi quelque chose qui crée des emplois locaux qui ne sont pas délocalisables. Donc, c'est quand même sympa aussi pour le territoire. Et après, cette main-d'œuvre, eh ben, on a aussi des gens qui ont des tout petits budgets qui font de l'habitat écologique en faisant une partie eux-mêmes. Donc on a des gens qui auto-construisent toute ou une partie du bâtiment et qui apprennent des choses et qui du coup s'investissent dans leur maison. D'accord. Oui, donc c'est quelque chose en tout cas qui est amené a priori à se développer. Moi, j'ai envie de vous poser la question, les yeux dans les yeux. Est-ce que l'éco-construction, c'est l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que on peut imaginer que peut-être dans quelques années, eh bien, tout soit en bois, paille ou en tout cas avec des matériaux naturels qui respectent les valeurs de l'éco-construction? Est-ce que c'est vraiment une réalité possible ou est-ce que c'est une utopie? Ah non, l'utopie, c'est de croire qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire que là, les ressources s'amenuisent et on va pas avoir le choix. De toute façon, hein, je ne sais plus qui a dit ça, mais toutes les grandes idées ont commencé par être une utopie d'abord. Oui, oui, oui. Mais là, voilà, le bâtiment, c'est le secteur qui consomme le plus d'énergie en France, devant les transports. Donc, il faut vraiment qu'on agisse sur les constructions neuves, mais aussi et surtout sur les bâtiments existants. Donc, on peut encore les isoler, et tant qu'à faire à les isoler, autant les isoler avec de la paille, avec du bois, de la laine de mouton, que du polystyrène ou je ne sais quoi. Donc, en définitive, on peut effectivement construire ou rénover, hein, vous nous le disiez, un bâtiment suivant l'éco-construction. Et finalement, eh bien, être en éco-construction, finalement, c'est respecter l'humain, c'est respecter la nature. Donc, finalement, c'est plus écologique, c'est plus économique aussi. Et donc, comme vous nous le disiez, bah, finalement, c'est indispensable. On ne peut pas imaginer faire autrement que d'aller dans ce type de construction. Oui, moi j'en suis persuadé, ouais, ouais. De très belles valeurs en tout cas à développer. Et puis nous, vous le savez, hein, Laëlle, on aime ça. On aime effectivement les gens comme vous, hein, comme votre association, et bien, effectivement, qui appellent de beaux espoirs aussi pour demain avec de bonnes idées et puis qui accompagnent celles et ceux qui ont envie d'avancer dans le bon sens. Donc vous allez penser très très fort hein, dans les prochains jours. J'espère vous qui êtes peut-être en train de penser à la construction de votre future maison. Eh bien, si vous n'y avez pas pensé, bien entendu, vous n'avez plus d'excuses. L'éco-construction avec l'association Écorce qui vous donnera toutes les informations que vous souhaitez. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de notre émission. Tout de suite, une petite pause musicale peut-être, Laëlle. Oui, volontiers. À tout de suite dans votre émission Motivée sur Pyrénées FM.
Eh bien, vous êtes toujours sur votre radio préférée, Pyrénées FM, dans l'émission Motivée, où je suis donc venue à la rencontre de l'association Écorce, une belle association qui nous a tout dit sur l'éco-construction, enfin tout, c'est peut-être un bien grand mot. Vous avez partagé en tout cas vos valeurs, vos notions, et puis quelques petites astuces pratiques assez sympas. Oui, et puis il en reste, il reste des choses à dire, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour avoir la suite. Voilà, évidemment, je vous rappelle l'association Écorce qui est donc à Loubière, en Ariège, évidemment, et donc bien qui peut vous accompagner dans votre projet d'éco-construction. Alors, il y a plein de choses. Vous trouverez une bibliothèque, vous allez trouver aussi pas mal d'ateliers, de formations pour vous guider, vous accompagner, puis également vous mettre en contact avec des professionnels qui pourront également vous aider dans votre projet. Merci beaucoup, Laëlle. Mais bien sûr, je ne vous laisse pas comme ça. Vous ne couperez pas notre quiz spécial motivé. Êtes-vous prêts ? Je suis prêt. C'est parti pour notre quiz spécial motivé. Si vous étiez un élément de la nature, lequel seriez-vous ? Sans hésitation, un arbre. Évidemment. Association Écorce, tout de même. Si vous étiez une qualité humaine ? Le partage, je dirais. Et si vous étiez un lieu de notre région ? J'aime beaucoup la vallée d'Orlu. Je dirais la vallée d'Orlu. C'est Marmotte, c'est Zizard. Un bel endroit à aller visiter. Et puis alors, vous avez dit le mot magique, marmotte. J'adore les marmottes. Donc, je sais où je vais aller un petit peu me ressourcer dans la nature. Merci beaucoup pour l'information, Laëlle. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous un petit peu vos valeurs, vos idées et puis justement les activités un petit peu que vous faites au sein de l'association Écorce. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute tout au long de cette émission. Bien sûr, vous allez retrouver toutes les photos, les commentaires, les partages aussi. Je vous poste quelques petites photos, bien sûr, sur la page Facebook de Pyrénées FM. Continuez à réagir et à partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission motivée avec un nouveau portrait, un nouveau thème. Je repartirai sur les routes de notre belle région. On se retrouve très bientôt.